Patrick Fénichel, vous êtes professeur émérite de l'Université Côte d'Azur, endocrinologue, gynécologue. Vous avez été chef du service d'endocrinologie, gynécologie et reproduction du CHU de Nice et vous avez été directeur d'équipe et d'unité INSERM au Centre méditerranéen de médecine moléculaire. Tous ces titres vous honorent, assurément. Mais que cache-t-il au fond ? Votre objet d'étude se situe dans l'interaction mère-enfant durant toute cette période où le fœtus, un peu parasite de l'organisme de sa mère, peut lui-même être perturbé par nombre de facteurs pour le moins inattendus. Malheureusement, ces perturbateurs peuvent causer des troubles du neurodéveloppement et c'est le sujet de votre intervention d'aujourd'hui. On va désormais vous entendre. Merci à vous de votre venue. Bonjour, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette nouvelle invitation. Je crois que c'est jamais la troisième fois que j'interviens. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé, qui étaient à Valbonne, à la médiathèque, il y a 2 mois. Alors il va y avoir pas des répétitions, mais on va parler un petit peu du même sujet. La question que je vais essayer de poser, sans y répondre complètement, c'est de savoir si une partie des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, comme dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, l'autisme ou l'hyperactivité avec les troubles de l'attention, serait en partie liée à l'exposition de la mère à des polluants chimiques qui seraient perturbateurs endocriniens. Tout ça rentre dans le cadre, bien sûr, de tous les effets potentiellement néfastes des polluants chimiques qui ont une activité de perturbateur endocrinien. On va redéfinir ce que c'est un perturbateur dans 30 secondes. Mais donc ces pathologies-là ne sont qu'une parmi les nombreuses pathologies qui ont été évoquées comme possiblement liées à l'environnement. Ce que je voudrais dire, comme ça vous a été indiqué il y a 1 minute, je ne suis pas pédopsychiatre. Je suis gynécologue, endocrinologue. Je me suis beaucoup intéressé au cours de ma carrière à l'effet de l'environnement, le micro-environnement de la femme enceinte et les conséquences sur le fœtus et sur le futur enfant. Aujourd'hui, on sait par exemple que l'obésité de l'enfant, c'est pas uniquement parce qu'il mange trop et qu'on l'emmène chez McDonald's. Son obésité se prépare déjà dans le ventre de la mère, par exposition à des perturbateurs endocriniens. Donc la question qui va être posée ici, est-ce qu'on peut faire cette même hypothèse et ce même lien pour les pathologies neurodéveloppementales, mais pour l'aspect purement psychiatrique, je suis heureux qu'il y ait en ma présence une pédopsychiatre, le docteur Emmanuel Dor, qui pourra compléter et certainement intervenir sur les aspects purement psychiatriques, qui n'est pas mon domaine d'expertise. Alors, comme je le disais, il y a des très nombreuses pathologies chroniques que vous connaissez très bien, comme la stérilité, comme l'obésité, le diabète, le cancer du sein, l'asthme, le Parkinson, la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles l'épidémiologie nous a complètement bouleversés en médecine. Il y a 40 ans, 50 ans, j'ai commencé ma médecine il y a 45 ans. On ne disait pas du tout ça. On pensait que toutes ces maladies, elles étaient génétiques. On n'a jamais trouvé la mutation qui rend diabétique, ou la mutation qui rend obèse, ou la mutation qui rend autiste quand le QI est supérieur à 70. Ces maladies, curieusement, elles sont en nette augmentation. Pourquoi ? Pourquoi elles sont en augmentation ? Ça ne peut pas être génétique, parce que brutalement, une cause génétique ne peut pas entraîner une augmentation massive au niveau des populations mondiales. Ces pathologies, aujourd'hui, on a une autre façon. Ça, c'est la nouvelle médecine. Avant, on me disait, tu vas voir, on va trouver la cause du diabète. On va trouver la cause du cancer du sein. Non, le cancer du sein n'est lié à une mutation que dans 10% des cas. Dans 90% des cas, on ne sait pas pourquoi une femme, tout d'un coup, va développer un cancer du sein. Donc, on ne connaît pas très bien la physiopathologie de ces pathologies, de ces maladies, mais on sait
qu'elles sont multifactorielles. C'est que la conjonction de plusieurs facteurs est probablement un terrain génétique. Si vous n'avez pas un certain terrain, vous ne deviendrez pas autiste. Mais si vous avez ce terrain, vous ne deviendrez pas forcément autiste. Il va falloir que vous rencontriez d'autres facteurs. C'est ça que j'appelle multifactoriel. Et aujourd'hui, ça a bouleversé la médecine parce que toutes ces pathologies qui sont figurées ici sont multifactorielles. Donc, on va trouver plusieurs facteurs qui, ensemble, vont concourir au développement à un âge donné de cette pathologie. Dernier point, beaucoup d'éléments se sont accumulés ces derniers temps. Ça fait à peu près 20 ans que j'ai commencé à travailler sur les perturbateurs endocriniens. Au début, on m'a dit que j'étais un médecin et un chercheur complètement dingue, que j'étais vert, que j'étais écolo, que j'étais ceci. Et on ne voulait pas me donner de l'argent à l'INSERM. Aujourd'hui, l'INSERM, le Centre international du cancer, reconnaît que 42% des cancers sont liés à des facteurs environnementaux évitables. Ça a complètement changé. Quand on disait ça il y a 40 ans, quand j'ai démarré la médecine, on traitait les gens qui disaient ça de fous. Donc, aujourd'hui, toutes ces pathologies, on pense que c'est une interaction entre une prédisposition génétique. Tout le monde ne va pas devenir asthmatique, mais tout le monde qui a cette prédisposition ne va pas forcément développer l'asthme. Il faut que vous rencontriez des allergènes, des champignons, des plantes qui vont vous rendre asthmatique. Donc c'est ça l'interaction gène-développement. Diapo suivante. Alors maintenant on rentre dans notre sujet qui est l'augmentation importante des maladies neurodéveloppementales. Des Américains l'avaient déjà dit il y a déjà une quinzaine d'années, 10-15% des enfants américains ont des troubles neurocomportementaux. Développement cognitif, troubles de l'apprentissage, troubles du langage, troubles sensoriels, troubles du comportement, hyperactivité, autisme, on va reparler, troubles du dimorphisme sexuel du cerveau. Ça, c'est un sujet tabou. Mais moi qui ai travaillé au CHU pendant des années sur la dysmorphie de genre, je pense que ça peut rentrer là-dedans. Peu importe, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais ça rentre quand même dans des problèmes neurodéveloppementaux. On sait que chez l'animal, si vous induisez pendant le développement fœtal par des hormones le développement sexuel, il peut y avoir des troubles de l'identité sexuelle chez l'animal. Donc on peut penser que chez l'homme, c'est la même chose. Alors, ça c'est aux États-Unis. L'augmentation considérable de la prévalence de l'autisme. Un enfant sur 42 serait atteint d'autisme aux États-Unis. Ce qui est très intéressant, et ça c'est un généticien pédiatre très connu en France, Arnold Munich, qui a montré que lorsque le QI de l'autiste est supérieur à 70, c'est-à-dire 50% des autistes n'ont pas de déficience intellectuelle majeure. On ne trouve pas de mutation génétique. Donc 50% des autistes, en particulier ceux qui ont un QI presque normal, voire supérieur, on ne trouve pas de cause génétique, on ne trouve pas de mutation. Donc il y a autre chose qui se passe. Alors, un petit mot. L'autisme, de façon très simple, ça associe des problèmes de communication, d'interaction sociale et un comportement répétitif. 2% de prévalence dans les pays occidentaux. En France, on est passé d'un enfant sur 150 à un enfant sur 40 en 2023. Vous voyez qu'on se rapproche de ce qui se passe aux États-Unis. Interaction gène-environnement. Alors, il y a une prédisposition génétique. Pourquoi ? Les équipes françaises ont montré que si vous avez un frère ou une sœur autiste, vous avez un risque supérieur pour l'enfant suivant qui soit également autiste. Ce qui n'enlève pas forcément les causes environnementales, parce que la famille pourrait être soumise au même, mais quand même, il y a une prédisposition génétique. Alors, ça, c'est les données les plus importantes que je vais développer, qui vont dans le sens de causes environnementales pour l'autisme.
D'abord, vous connaissez tous la catastrophe de maladie de Minamata liée au méthylmercure dans la baie au Japon. Qui connaît? Ah ouais, quand même. J'en dirai un mot tout à l'heure. Le drame de la dépakine, ce médicament qui agit comme un perturbateur endocrinien, donné chez les femmes enceintes épileptiques, malheureusement pendant des années, et qui a entraîné des centaines de cas d'autisme et de malformations multiples. Troisièmement, c'est les fameux pesticides, le chlorpyrifos, utilisé chez les ouvrières agricoles en Californie, où il y a un taux d'autisme chez ces femmes particulièrement élevé. Pourquoi? Parce qu'elles habitent dans les champs, au pied des arbres, et qu'elles respirent pendant leur grossesse les pesticides qui sont épandus pendant leur grossesse. Enfin, le bisphénol A et l'autisme, je développerai à la fin ce travail extraordinaire, scientifique, qui est paru l'année dernière et qui démontre formellement que l'exposition à certains produits peut conduire à des cas d'autisme. Ça ne veut pas dire que tous les cas d'autisme sont liés à des facteurs environnementaux. L'hyperactivité, trouble de l'attention, hyperactivité, impulsivité. Est-ce que vous savez qu'en France, dans une école communale, autour de chez vous, à Sofia, partout, à Nice, dans chaque école de classe d'école élémentaire, vous avez au moins sur 30 élèves, un garçon ou deux qui sont atteints d'hyperactivité. Je dis un garçon parce que c'est plus souvent dépisté chez les garçons. Ça ne veut pas forcément dire que ça n'existe pas chez les filles. Alors l'exposome. L'exposome, c'est un concept épidémiologique très intéressant qui est apparu il y a une quinzaine d'années, proposé par un chercheur qui travaillait à Lyon au Centre international de recherche contre le cancer, qui a dit tous les facteurs auxquels on est exposé, environnementaux auxquels on est exposé entre la naissance et la mort, c'est l'exposome. On est exposé à des radiations, on est exposé à des polluants chimiques, à l'alimentation délétère, au stress, à des conditions traumatiques, etc. Tout ça, c'est l'exposome. Eh bien, aujourd'hui, toutes les pathologies dont j'ai parlé, dont les pathologies neurodéveloppementales, on considère que c'est la rencontre entre un génome, prédisposition génétique, l'exposome au cours de votre vie, qui commence dans le ventre de la mère, bien sûr, et qui va entraîner des modifications de ce qu'on appelle l'épigénome. Je n'ai pas le temps de vous dire qu'est-ce que c'est l'épigénome. L'épigénome, c'est l'habillage qu'il y a autour des gènes. Ça veut dire que c'est des habits portés par les gènes. S'il y a trop d'habits, le gène ne va pas s'exprimer. Si le gène est nu, il va s'hyper-exprimer. Dans le cancer du sein, il y a un gène qui peut être nu, c'est un promoteur tumoral, et bien hop, vous allez développer un cancer du sein. Voilà. Alors, perturbateur endocrinien, très simple, c'est une substance chimique de synthèse, elle peut être naturelle mais surtout chimique, qui va mimer, bloquer ou dérégler la fonction d'une hormone. Or, vous savez très bien que les hormones, ce sont les médiateurs de l'organisme, ce sont les postiers qui emmènent les courriers. C'est DHL. Les hormones, c'est DHL. Ils vous emmènent à travers la circulation sanguine, les rues, ils sonnent chez vous, c'est à l'organe, à la cellule, et ils vous livrent les ordres ou les contre-ordres. Vous ne pouvez pas vivre normalement sans que les hormones fonctionnent normalement. Donc si un produit polluant, chimique, perturbateur endocrinien va bloquer, imiter ou dérégler la fonction de l'hormone, eh bien, il va y avoir des conditions délétères. Eh bien, des polluants chimiques perturbateurs, vous en avez partout. Vous êtes assis dessus. Là, sur votre siège, il y a un produit polybromé qui fait que si ici ça prend feu, il n'y aura pas trop de flammes. C'est ce qu'on appelle un retardateur de flammes. Vous en avez partout. C'est les pesticides, donc, agricoles. Vous avez les PCB, qui sont des isolants électriques, j'en dirai un mot tout à l'heure, parce qu'ils ont été impliqués dans les troubles neurodéveloppementaux. Vous avez les cosmétiques, les surfactants, les PIPA, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire les polluants éternels, dont on parle beaucoup. Si vous utilisez des poêles Tefal, vous mangez des PIPA lorsque vous faites de la viande frite, etc. C'est aussi des antitaches.
les polybromés retardateurs de flamme, les plastiques, très important, les plastiques. Les plastiques, ce n'est pas le plastique lui-même, c'est les additifs plastiques qui donnent des qualités particulières au plastique, qui le rendent souple, flexible, léger, isolant, pas cher. Eh bien, vous avez le bisphénol A et les phtalates, dont on reparlera, parce qu'ils entraînent, bien sûr, des troubles neurodéveloppementaux. Vous avez le tabac qui est bourré dans les goudrons. Ce n'est pas la nicotine qui est dangereuse. C'est un très bon sédatif. C'est un anxiolytique extraordinaire, la nicotine. C'est les goudrons qui sont dangereux dans le tabac. Vous avez, bien sûr, certains médicaments et des substances naturelles. Alors, ça, c'est la dernière notion avant que je développe avec vous les preuves de ce que j'avance. Ça, c'est une notion nouvelle, très intéressante. Je vous ai dit qu'on est sensible aux facteurs d'environnement, que ça donne, via l'exposome, des risques de développer une maladie. À quel moment on est le plus sensible à ces expositions? Au moment où on est en développement, où notre corps est plastique, et en particulier le cerveau qui se développe tout particulièrement au cours de la vie fœtale. C'est lui qui est le plus exposé aux perturbateurs endocriniens, le cerveau fœtal de le ventre de la mère. Ça, c'est une couverture extraordinaire de Time, il y a 6 ou 7 ans, qui dit beaucoup mieux en images ce que je peux vous expliquer en 3 heures. Et dit que tout ce qui vous arrive dans le reste de votre vie, eh ben, il se programme au moment de la grossesse, dans l'exposition fœtale in utero. Donc la période des 1000 jours, c'est la grossesse et les 2 premières années de la vie. Pour le cerveau fœtal, le cerveau de l'enfant, c'est particulièrement important. Juste un mot, j'aime bien cette diapo qui a été faite par une de mes collaboratrices qui a beaucoup travaillé sur troubles du langage et iode et hormones thyroïdiennes et perturbateurs endocriniens, Françoise Brucker, je ne sais pas si vous l'avez connue. Donc, le développement du cerveau fœtal, c'est quelque chose, c'est comme une symphonie. C'est quelque chose qui est programmé dans le temps et dans l'espace de façon très très précise. Et alors, il faut que je m'arrête 2 minutes sur cette diapositive très importante. L'hormone qui contrôle le développement fœtal, c'est l'hormone thyroïdienne. Vous avez vu la mère en haut, là-haut, avec sa thyroïde en forme de papillon. L'hormone thyroïdienne, elle comprend 4 atomes d'iode. C'est T4, on l'appelle T4. Donc il faut de l'iode. Vous savez très bien que s'il n'y a pas d'iode d'hormone thyroïdienne, le tétard ne peut pas se développer en grenouille. Et dans des régions montagneuses où il n'y a pas d'iode dans l'eau, les enfants restent nains et restent débiles, puisque leur cerveau ne se développe pas. C'est ce qu'on appelle le goitre des montagnes, comment dire, le crétinisme. On a dit le crétinisme des Alpes, parce que dans les Alpes, il n'y avait pas beaucoup d'iode dans l'eau des montagnes. Exactement. Et alors, cette T4 maternelle, le fœtus n'en fabrique pas jusqu'à 6 mois, parce que sa thyroïde ne se développe qu'au 7e mois. Problème, il en a besoin dès le 2e mois. C'est l'hormone thyroïdienne de la mère qui passe à travers le placenta et qui va se transformer, grâce à une désiodase, en T3 fœtal, qui va être l'hormone active. Retenez bien que dans la désiodase, cette enzyme, il y a du sélénium. Pourquoi? Parce que le mercure bloque l'action du sélénium. Voilà pourquoi le mercure est extrêmement délétère pour le cerveau fœtal. Voilà pourquoi l'histoire de Minamata. Et voilà pourquoi on demande aux femmes enceintes ici, sur nos côtes, de ne pas manger des gros poissons de Méditerranée. Méditerranée qui est la mer la plus polluée en mercure du monde. Alors voilà tous les produits neurotoxiques. Les métaux lourds, les PCB, vous retrouvez tous les produits dont j'ai parlé. Et ça, c'est une de mes collègues à Chicago qui a dosé dans le liquide amniotique, dans le liquide qui entoure le fœtus dans le ventre de la mère, elle a trouvé tous les perturbateurs, tous les polluants dont j'ai parlé qui sont neurotoxiques. Je ne vous ai pas mis mes diapos
Mais nous, à Nice, on a fait 6000 prélèvements au sang du cordon et dans les laits maternels, dans les années 2005, avec mon équipe, et on a trouvé tous ces produits au sang du cordon, c'est-à-dire que c'est le sang qui venait du fœtus, et on a trouvé la plupart de ces produits dans le lait maternel, parce que la mère le transmet dans le lait qu'elle donne au bébé, malheureusement. Alors, maintenant, on attaque les preuves. La maladie de Minamata, dans la baie de Minamata, dans le nord du Japon, entre 1950 et 1970, les bébés, en particulier des pêcheurs, naissaient avec des maladies neurologiques très bizarres. Quand ils marchaient, ils ne tenaient pas debout, ils tremblaient, ils se développaient avec une déficience mentale majeure, et il a fallu des années pour s'apercevoir que c'était la pétrochimie dans la baie de Minamata qui utilisait du mercure, qui rejetait du méthylmercure, qui se concentrait dans la chair des poissons. Et comme le poisson est la principale alimentation des Japonais, en particulier des pêcheurs, eh ben, les femmes des pêcheurs étaient contaminées au mercure et les enfants avaient un développement fœtal complètement anormal. Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée en termes de mercure, qu'il faut faire très attention. Je donnerai quelques recommandations pour la femme enceinte tout à l'heure, mais le méthylmercure est un perturbateur endocrinien qui provoque d'immenses troubles neurodéveloppementaux et neuromoteurs chez le fœtus et l'enfant. La dépakine, je l'ai déjà dit, vous savez qu'il y a un procès en cours, je ne peux pas trop commenter, je ne donne pas le nom du laboratoire, je ne veux pas l'enfoncer, mais vous allez certainement en entendre parler de façon majeure. Il y a eu un problème, moi je le dis, parce que je suis quand même gynécologue, il y a eu un problème de coordination entre les gynécologues, les pédiatres, les neurologues, entre le laboratoire privé qui vend le médicament et les pouvoirs publics. Il a fallu des mois et des années, alors qu'on savait plus ou moins que pendant la grossesse, ça risquait de provoquer des cas d'autisme. Il a fallu des mois et des années pour qu'on interdise l'utilisation de la dépakine. Je vous laisse dans les mois à venir suivre le procès qui aura lieu et vous en entendrez parler. Ça, c'est très important. C'est deuxième preuve très importante. Je parlais de ces ouvrières agricoles qui habitaient sur les champs, dans les zones très arboricoles de Californie, où vous avez culture intensive des fruits. Et donc, on utilise le chlorpyrifos. Le chlorpyrifos, c'est quand même très curieux quand j'ai appris ça la première fois. C'était l'hypérite. Il était utilisé dans les tranchées comme gaz paralysant. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, l'agroalimentaire et la chimie? Que si on l'utilise à petite dose, c'est pas dangereux pour l'humain et ça tue les insectes et c'est très intéressant. Je vous signale qu'il a fallu 10 ans en Europe qu'on se batte jusqu'en 2020 pour que ce soit interdit, qu'aux États-Unis, c'est interdit pour l'utilisation domestique, mais ce n'est pas interdit pour la culture arboricole. Ce qu'on a trouvé, je vous l'ai dit, que ces femmes qui habitaient et qui travaillaient dans les champs, qui utilisaient le chlorpyrifos, avaient beaucoup plus souvent d'enfants autistes que les populations contrôle, des fois plusieurs enfants. Troisièmement, que plus elles habitaient proches du champ, plus l'enfant avait de risques d'être autiste. Donc c'est parce que l'exposition, voilà. Et qu'on a trouvé des anomalies à l'IRM cérébrale, on a trouvé des anomalies anatomiques et fonctionnelles dans les cerveaux de ces enfants qui étaient exposés. Voilà. Les PCB. Les PCB, c'est des isolants électriques qui ont été interdits il y a déjà plus de 20 ans. Je vous signale qu'il est tellement persistant, le PCB, c'est bisphényl polychloré, tellement persistant que je l'ai retrouvé avec mon équipe dans tous les sangs du cordon et dans tous les laits maternels. Et comme je vais vous le montrer sur la diapo suivante, un peu plus récemment, 2015, j'ai pris des femmes obèses qui étaient opérées de chirurgie bariatrique pour maigrir, des femmes de 100, 120 kilos qui voulaient avoir un enfant et qui voulaient perdre du poids rapidement. Eh bien,
ces femmes, au bout d'un an, elles avaient perdu en moyenne 50 kilos, elles avaient relargué dans leur sang des taux très très élevés de PCB qui s'étaient en fait accumulés dans la graisse. Et on a tous dans notre graisse des PCB. Les vaches ont tout des PCB dans leur graisse. Les poissons de Méditerranée ont tous des PCB dans la graisse qui sont lipophiles et qui s'accumulent dans les graisses. Et je reviens sur le travail que nous avons fait avec Françoise Brucker-Davis, ma collègue et collaboratrice. On a pris des enfants et on l'a fait suivre par l'équipe de l'Enval pendant 3 ans après la naissance, et tous les 6 mois, ils étaient vus pour l'évolution et l'apparition du langage. Et on s'est aperçu que plus le PCB 118, une forme de PCB, était élevé dans le sang de la mère avant l'accouchement, pendant la grossesse, et plus l'enfant avait de risques de développer des troubles du langage, avec un retard d'apparition du langage pendant ces 3 ans. Les phtalates, vous en avez dans les plastiques, vous en avez partout. Voilà. Vous en avez dans les emballages, vous les avez dans les cosmétiques, vous les avez dans les shampoings, vous en avez partout. Ça, c'est des travaux de la littérature qui montrent qu'il y a des liens entre le taux de phtalate pendant la grossesse chez la femme et la survenue chez l'enfant de troubles neurocomportementaux, troubles de l'attention, comportement agressif, dépression, baisse de QI, développement psychomoteur, etc. Le bisphénol A. Alors là, je vais venir au travail qui, à mon sens, est le plus, percutant dans ces quelques dernières années. Et je serais heureux d'avoir l'avis de notre pédopsychiatre sur ce travail. D'abord, un mot sur le bisphénol A, un des polluants les plus répandus sur la planète, plastifiant présent dans les plastiques, 6 milliards de tonnes produits chaque année, qui tapissent les containers, les cuves, les boîtes de conserve, les ustensiles de cuisine, les Tupperware, les bonbonnes, les gourdes, les biberons, forme de polymère, et exposition principale par voie alimentaire. Un des travaux de mon équipe sur le cancer du testicule et les taux de bisphénol chez le fœtus on est un des travaux, et je suis fier de ça, à l'interdiction des biberons en plastique par Ségolène Royal en 2013, qui était alors ministre de l'Environnement et qui avait été frappé par les travaux de l'ANSES, qui avait récolté tous les travaux, comme ceux de notre équipe à Nice, qui avait travaillé sur le bisphénol. Alors, voilà un travail collaboratif fait par des Américains, Anglais, Australiens. Très, très beau travail. Ils ont suivi de façon prospective une cohorte mère-garçon de 1074 couples mère-garçon. Pourquoi ils ont suivi garçons ? Parce qu'on dit classiquement que l'autisme est plus fréquent chez les garçons. On ne sait pas aujourd'hui si c'est franchement vrai ou c'est simplement qu'on le dépiste plus tard ou plus difficilement chez la fille. Mais il est possible, vu ce qu'ils ont trouvé, qu'il y a un dimorphisme sexuel quand même des risques d'autisme. Alors ils ont suivi cette cohorte et ils ont suivi les enfants jusqu'à l'âge de 9 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Que quand le bisphénol A était plus élevé chez la mère, il y avait un plus grand risque que l'enfant devienne autiste. Ça, c'est indiscutable sur le plan statistique et épidémiologique, parce qu'on a affaire là d'une cohorte prospective, la même cohorte qu'on a suivie pendant 9 ans. Donc c'est très fort déjà sur le plan statistique. Deuxièmement, le bisphénol était associé à une méthylation du gène de l'aromatase. L'aromatase, c'est ce qui se transforme dans le cerveau les androgènes, les hormones mâles, en hormones femelles. Chez le garçon, il faut des hormones femelles pour développer le cerveau. Et oui, il faut les 2 hormones. Les œstrogènes sont importantes pour le garçon aussi, et elles sont fabriquées dans le cerveau grâce à la transformation de la testostérone, des androgènes, en œstrogènes par l'aromatase. Eh bien, ils ont trouvé que plus le bisphénol A était élevé chez la mère, plus chez l'enfant,
le gène qui code pour l'aromatase était habillé, comme j'ai dit tout à l'heure. Comme il est habillé, c'est-à-dire c'est une modification épigénétique, le gène ne s'exprime plus. Il ne peut plus transformer les androgènes en œstrogènes, et les œstrogènes ne peuvent plus faire leur travail de développer le cerveau du garçon. Point suivant, l'autisme à 9 ans était plus fréquent quand le gène de l'aromatase avait un variant particulier. C'est comme les groupes sanguins, si vous voulez. Ils ont trouvé un groupe sanguin, un polymorphisme particulier pour le gène de l'aromatase qui était plus fréquent quand il y avait de l'autisme. Dernier point, bisphénol était corrélé à une hypermutation et qui était associé à un facteur de croissance du cerveau qui était anormal. Ce facteur de croissance est très important pour le développement fœtal. Enfin, quand ils ont pris des cellules cérébrales humaines et qu'ils ont mis du bisphénol, eh bien ces cellules ne se développaient pas bien. Enfin, tout ça a été recréé parfaitement chez des souris gestantes à qui on a donné à manger du bisphénol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les mâles ont développé, à l'âge adulte, un comportement autistique. 5 minutes. Eh bien, vous savez ce que je vais faire? Les 5 minutes qui restent, ça tombe bien, c'est la diapo suivante. Je vais vous dire, après vous avoir fait peur, vous avez toutes et tous des filles, des petites filles qui vont avoir des enfants. Ben, il faut être un peu optimiste. Qu'est-ce qu'on peut faire avant qu'on demande formellement ce que j'avance, avant qu'on interdise à l'industrie, aux agriculteurs, telle utilisation? On peut prendre des précautions chez soi, très très simples, pour diminuer l'exposition à ces produits, en particulier chez la femme qui veut avoir un enfant. C'est pour ça que je préconise qu'une femme qui veut avoir un enfant, elle va chez son médecin et avant d'arrêter la contraception, c'est une consultation préconceptionnelle, on lui donne des recommandations, savoir comment il faut faire pour s'exposer un peu moins à tel ou tel produit. Alors, d'abord, il faut de l'iode suffisamment pour l'hormone thyroïdienne. Je vous signale que nous, on a fait une étude à Nice, au bord de la mer. 70% des femmes qui démarrent une grossesse à Nice, pourtant une région au bord de la mer, ont une insuffisance modérée en iode. Insuffisance pour la grossesse, pas pour la vie normale, pour la grossesse. Donc nous, on préconise la substitution systématique de l'iode par une vitamine de grossesse et surtout un truc tout con. Pardon, excusez-moi, mon langage, je ne devrais pas dire un mot pareil, mais c'est tellement bête que les médecins n'osent même pas dire ça parce que ça ne fait pas scientifique. Quand vous utilisez du sel de cuisine, vous pensez qu'il y a marqué sel de mer. Ah, c'est du sel de Guerlain, c'est du sel de mer. Vous pensez qu'il y a de l'iode? Pas du tout. Le sel, il a été récupéré en laissant s'évaporer l'eau qui a évaporé l'iode. Il faut utiliser du sel où il y a marqué sel enrichi en iode. Si vous dites rien que ça à votre fille, à votre patiente, déjà c'est énorme ce que vous faites. Deuxièmement, il faut ajouter dans les vitamines de grossesse du sélénium, je vous ai dit pourquoi. Arrêtez impérativement le tabac, il y a du cadmium, il y a des tas de choses dans les goudrons du tabac qui sont des perturbateurs thyroïdiens. Il faut diminuer l'exposition aux perturbateurs, supplémenter en acide folique. Pourquoi supplémenter en acide folique, qui est la vitamine B9? Parce que les gens qui ont travaillé en Californie, qui sont des équipes universitaires très, très, très compétentes, ils se sont aperçus que si à ces ouvrières agricoles, ils leur donnaient avant la grossesse des doses un petit peu élevées d'acide folique, vitamine B9, eh bien, il n'y avait plus de risque majoré d'autisme, malgré l'exposition aux perturbateurs, aux pesticides organophosphorés, comme le chlorpyrifos. Pourquoi? Parce que l'acide folique contrôle les mécanismes de méthylation des gènes, donc sur ce qu'on porte sur l'épigénétique. Alors, un petit point aussi, ça a été recommandé en 2012 par l'ANSES. Vous prenez votre gynécologue ou vos médecins traitants et vous lui demandez s'il connaît cette recommandation. 3 fois sur 4, il ne connaît pas.
On a dit, bien sûr, le poisson, ça a un apport iodé, un apport de sélénium, d'oméga 3. Mais les poissons contiennent beaucoup de perturbateurs endocriniens, de PCB, de mercure. Quelle est la recommandation? En particulier en Méditerranée, la mer la plus polluée. Évitez les poissons gros prédateurs de Méditerranée, thon, espadons et requins. Préférez les petits poissons maigres, sardines, anchois, merlans. Pas de fruits de mer, qui sont des éponges. Pas plus de 2 portions de poisson par semaine, pas plus de 2 fois par semaine de thon en boîte, où il y a en plus du plomb dans le thon en boîte. Malheureusement, c'est souvent dans les quartiers défavorisés que les femmes enceintes mangent tous les jours des boîtes de thon parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Utilisez du sel de table enrichi en iode, ça c'est tout bête, ça coûte rien. Prendre du sélénium, voilà. Réduire ou éviter formellement, donc je l'ai dit, tabagisme, alcool. L'alcool est un perturbateur endocrinien. Les produits industriels hyper transformés, c'est des phtalates, c'est bourré de phtalates. Surtout pas. Manger, comme ça a été dit tout à l'heure, magnifiquement, local, de saison, frais, etc., etc. Évitez les poêles avec anti-adhésifs, les bouteilles en plastique. Attention à certaines choses. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. J'ai presque terminé. J'ai 1 minute ou pas? Ça m'a beaucoup impressionné. Ce n'est pas un perturbateur endocrinien, c'est un polluant. Vous avez l'amidon, quand il est brûlé à la flamme, comme dans les frites, dans l'huile trop chaude, ou dans des fritures avec des huiles trop élevées, eh bien, il donne un produit toxique pour le cerveau fœtal, qui est l'acrylamine. Alors voilà les interconnexions entre les neurones dans le cerveau de petits rats dont la mère a été nourrie, normalement, contrôle, vous avez des tas de connexions entre les neurones, qui a été nourrie avec des frites qui ont été cuites à température extrêmement élevée et qui ont été nourries avec l'acrylamide directement. Vous voyez qu'il n'y a plus de connexion entre les neurones. Ça veut dire quoi en pratique? Attention au barbecue. Ne mettez pas la viande dans la flamme. Ne faites pas cuire les trucs au barbecue, sur la flamme. Là, ce qui noircit, c'est extrêmement dangereux en termes de cerveau fœtal. L'air intérieur, une mesure toute bête. Quand j'ai dit ça aux gynécologues, ils se sont moqués de moi, mes collègues. J'ai dit, ça a été montré dans le Lancet, dans le plus grand journal, un des plus grands journaux scientifiques internationaux. Il n'y a pas besoin de l'IA. Les gens ne veulent pas croire le truc. C'est dans votre maison, dans votre appartement, que vous êtes le plus exposé aux perturbateurs endocriniens. Avec les tapis, les moquettes, les meubles, les peintures, les insecticides, etc. etc. Donc, aérer chaque pièce au moins 10 minutes par jour, c'est tout bête, mais on a montré que c'était très efficace. Attention aux produits cosmétiques, je crois que j'ai fini. Ça, c'est une campagne faite par la mairie de Nice et la métropole, où on m'avait appelé comme consultant pour faire 5 actions pour les femmes enceintes niçoises pour réduire leur exposition aux phtalates, réduire les aliments industriels ultra transformés, éviter les emballages plastiques, préférer verre ou céramique pour le micro-ondes. Attention, ne pas chauffer dans le micro-ondes avec un contenant plastique ou un film plastique. Sélectionner les cosmétiques, aérer chaque pièce tous les jours. En conclusion, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il y a de plus en plus d'éléments qui laissent penser que dans les maladies chroniques, type troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, y compris autisme et hyperactivité, il y a une interaction entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Que parmi ces facteurs environnementaux, bien sûr, les perturbateurs endocriniens thyroïdiens sont particulièrement délétères pour le développement fœtal. Et je terminerai pour dire qu'en France, depuis quelques mois, une étude multicentrique menée par l'INSERM, grâce à une pédopsychiatre qui en a pris la direction à Montpellier, une très belle, qui comprend 5 centres, va essayer de suivre une cohorte, comme ça a été fait en Californie, pour essayer de voir si l'exposition, quel type d'exposition maternelle peut vraiment entraîner l'autisme. Je vous remercie. Merci beaucoup.